C'est un trésor essentiel à préserver dans le cadre de la santé de la planète. Il s'agit évidemment de la forêt. La gestion des forêts, nous en parlerons dans ce numéro avec deux experts, mais avant, découvrons leur portrait. Jean-Pierre Ngendengono est un enseignant-chercheur, ethnologue et anthropologue. De nationalité camerounaise, il est spécialisé dans la gouvernance forestière et du mode de vie des peuples autochtones. Titulaire d'un doctorat en anthropologie sociale et ethnologie à l'IES de Paris et à l'Université de Yaoundé au Cameroun, ses recherches sur les populations autochtones portent sur les Baka, notamment sur leur résilience face aux mutations socio-environnementales. Actuellement, il travaille sur la contribution des savoirs autochtones dans la gouvernance des espaces forestiers au Congo. Boniface Tchencho Yogom est un chercheur postdoctorant à l'Université Marien-Ngouabi de la République du Congo, spécialisé dans l'ethnobotanique et l'ethnoécologie, notamment l'origine des espèces d'arbres qui produisent des produits forestiers non ligneux en Afrique. De nationalité camerounaise, il s'intéresse à la reconstruction de l'origine de Garcinia cola en Afrique, en se concentrant sur l'identification et la caractérisation des espèces d'arbres. L'actualité environnementale sur le plan national et international, c'est tout de suite. Venus du bassin du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong du sud-est et de la Mésoamérique, les femmes autochtones de ces trois bassins forestiers mondiaux ont organisé le 26 mai 2025 au Centre international de conférence de Kintélé en République du Congo le pré-congrès des femmes autochtones des trois bassins forestiers mondiaux, une initiative du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale, REPALEA. Placée sous le patronage de la ministre de l'économie forestière, marraine des femmes autochtones d'Afrique centrale, Rosalie Matondo, ces assises ont été une occasion de mettre en place des mécanismes de financement des projets portés par les femmes autochtones dans le but de favoriser leur autonomisation et la protection des écosystèmes forestiers mondiaux. Prenant part à cette grand-messe, la représentante des femmes autochtones dans la sous-région d'Afrique centrale, point focal biodiversité du REPALEAC, Maïmouna Oumaro, a appelé les femmes autochtones à plus de dynamisme et à la prise de conscience de leur indépendance, tout en qualifiant l'autonomisation des femmes comme un gage du développement durable de la sous-région. Ouvrant les travaux de cette session, la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo a mis un accent particulier sur l'importance de consolider le processus de coordination et de coopération entre les femmes autochtones et locales dans la quête du financement de leurs projets, tout en rappelant les efforts de la République du Congo en matière de protection des droits des peuples autochtones. La République du Congo, fidèle à ses engagements internationaux et à sa vocation de pays pivot du bassin du Congo, a élaboré et mis en œuvre un corpus juridique et réglementaire cohérent, garantissant la protection des droits des peuples autochtones. Le pré-congrès doit déboucher, entre autres résultats, sur un portefeuille de propositions concrètes, des programmes existants et nouveaux dirigés par des femmes autochtones et un plan d'action et de coopération avec des alliés stratégiques pour répondre aux défis et opportunités de financement dans les bassins forestiers tropicaux. Dans le souci de soutenir les micro-projets ou projets des femmes autochtones, des chèques de 30 000 $ ont été remis aux ONG et associations des femmes autochtones de la sous-région grâce à l'appui de l'association Sans Frontières Globale Écolo et de la ministre Rosalie Matondo. Des récipiendaires satisfaites de ce geste. C'est ce que nous attendons depuis longtemps avec REPALEAC. Nous sommes membres
et les bailleurs du REPALEAC financent certains pays et nous, le Tchad, le Burundi et le Rwandais, nous ne faisons pas partie. Nous sommes très émus aujourd'hui parce que nous aussi, nous faisons partie de ces REPALEAC. Nous sommes très contents et le projet, ça va nous vraiment aider et surtout, ça va améliorer les conditions de vie de nos communautés. Le chèque de 30 000 $ intervient par le fait que nous avons eu déjà des rencontres avec les bailleurs de fonds qui nous ont demandé d'aller identifier des projets, des thématiques qui pourront être financés. Et c'est à la suite de ça que nous avons bénéficié de ces 30 millions parce que nous, on a opté pour la sécurisation des terres, l'agroforesterie et les activités génératrices de revenus. Mais il y a pas mal de situations, de problèmes auxquels les peuples autochtones sont confrontés et qu'il faille résoudre. Ce que je vais faire avec les 30 000 $, je vais travailler sur un projet qui est sur la résilience climatique et autonomisation économique des femmes. Je vais les sensibiliser sur leurs droits. Après, je vais entamer les formations pratiques pour les équiper avec des capacités. Par ailleurs, la ministre Rosalie Matondo, marraine des femmes autochtones d'Afrique centrale, a reçu à son tour le prix Humanity Family en raison de sa pugnacité en matière de la protection des écosystèmes forestiers en République du Congo, suivie d'une décoration honorifique par les femmes autochtones des 3 bassins forestiers. Un événement de grande envergure a marqué la sphère environnementale en Afrique centrale. Il s'agit du premier congrès mondial des peuples autochtones et des communautés locales des bassins forestiers tropicaux tenu du 27 au 30 mai à Kintélé, en République du Congo, dans le but de renforcer les alliances entre peuples autochtones et militants écologistes en faveur de la protection des écosystèmes forestiers dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Initié par le REPALEAC, Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, ce congrès est également une aubaine pour les participants de bâtir des stratégies d'accès au financement climatique et de définir une feuille de route commune pour la COP30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil. Ce congrès se tient en marge de la préparation de la conférence des parties sur le changement climatique, la COP30 à Belém. Et en marge de cette COP, le GATC a estimé que c'est important que nous puissions définir nos déclarations, nos préoccupations, nos positions de forêts qui constituent actuellement un élément important, un facteur important pour les solutions climatiques en vue d'amener cette feuille de route à Belém. Nous allons travailler également sur un point important qui est l'accès direct au financement. Nous devons également travailler ensemble, montrer notre coalition, notre unité sur la conservation des valeurs traditionnelles, nos pratiques traditionnelles et notre science traditionnelle. Présent à ces assises, le secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale, Chouaïbou Tchoumpoin, a pris l'engagement de promouvoir les droits fonciers et financiers des peuples autochtones. La COMIFAC plaide pour des mécanismes financiers directs, spécifiques, transparents et équitables, gérés avec et pour les PACL. Ce congrès intervient à un moment charnière, à l'approche de la COP30 à Belém. La voix unie de PACL, des 4 bassins forestiers, doit désormais peser fortement dans les négociations internationales. Engagé pour la cause des peuples autochtones, l'ambassadeur du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, Kapupu Diwa Mutimanoa, a plaidé pour le respect des peuples autochtones par l'ensemble des États. La communauté régionale qu'on appelle
communauté économique des États d'Afrique centrale qui regorge 11 pays. Et dans ces 11 pays-là, nous avons essayé de tirer leur attention pour dire qu'ils respectent nos droits fondamentaux, qu'ils respectent les constitutions de nos pays respectifs. Nous sommes, nous, les peuples autochtones, des citoyens à part entière. Menacés par la déforestation, les incendies, les impacts du changement climatique, la pollution et autres activités humaines, l'urgence de protéger les forêts tropicales s'impose pour garantir la survie de la planète. Ouvrant les travaux de cette session inaugurale au nom du Premier ministre Anatole Kone-Makosso, la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo a rappelé les efforts fournis par la République du Congo en matière de gestion de ses écosystèmes forestiers, tout en soulignant la pertinence de ce congrès. Ce congrès, inédit par son ampleur et crucial par ses enjeux, se tient dans un contexte mondial où les 3 grands bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le bassin du Congo et les forêts d'Asie du Sud-Est, sont au cœur des réponses globales au changement climatique, à la perte de la biodiversité et à la lutte contre la pauvreté. La République du Congo fait montre d'un activisme remarquable dans plusieurs domaines, notamment ceux de la protection de l'environnement et des forêts, qui lui valent aujourd'hui d'être reconnu sur l'échiquier international comme pays vertueux. L'institution d'une journée nationale de l'arbre au milieu des années 80, le lancement d'un programme national d'afforestation et de reboisement en 2011, l'organisation successive ici à Brazzaville de 2 sommets des 3 bassins forestiers tropicaux de l'Amazonie, de Bornéo-Mekong et du Congo en 2011 et en 2023, ainsi que la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement en 2024, sont autant de repères qui émargent notre marche inexorable vers la prospérité aux côtés des autres nations. Grâce à leur savoir traditionnel, les peuples autochtones et communautés locales entretiennent une relation hors pair avec les forêts qui contribuent à la gestion durable de ces forêts. En somme, ce congrès se déroule à l'ère de l'adoption de la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, qu'il faille donc aux parties prenantes de s'en approprier pour faire prospérer à travers la réalisation des actions importantes de boisement et de reboisement dans les régions, pays et territoires des 3 bassins forestiers mondiaux, soulignait la ministre de l'économie forestière, marraine des femmes autochtones d'Afrique centrale, Rosalie Matondo. Les écosystèmes forestiers au cœur des échanges dans Expertise. Les docteurs Yogom Boniface, postdoctorant à l'université Marien-Ngouabi en République du Congo, et Jean-Pierre Ngende Gono, enseignant, chercheur, anthropologue et ethnologue, nous parlent respectivement de leurs projets qui font partie du programme RESAC. Afrique Environnement Plus reçoit pour vous, mesdames, messieurs, le docteur Jean-Pierre Ngende Gono, enseignant-chercheur, anthropologue et ethnologue. Bienvenue sur ce plateau, monsieur. Merci, madame. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir et échanger avec vous autour du programme RESAC, mais spécifiquement de la contribution du savoir, des savoirs autochtones dans la gouvernance des espaces forestiers en République du Congo. Alors, que peut-on savoir de ce projet? Merci déjà pour l'accueil. La contribution des savoirs autochtones dans la gouvernance des espaces forestiers en République du Congo est un projet RESAC. Il faut dire que c'est un consortium composé de plusieurs structures, à savoir l'INRECH au Congo. Il y a le CIRAD, qui est une institution de recherche française basée à Montpellier, et aussi l'IRD. Alors, je me retrouve dans ce projet comme chercheur principal pour identifier les savoirs autochtones qui peuvent
contribuer à la gouvernance des espaces forestiers. Et notre recherche, nous avons choisi 3 sites où nous travaillons, à savoir Banza. On a donc retenu Yekula, qui est un village autochtone, Moulembe, et puis nous avons retenu aussi Mubangi. Et quelque part aussi du côté de Kabo, nous allons travailler à Bomassa. Aujourd'hui, comment est-ce que nous, on peut comprendre cette notion de savoir autochtone? La notion de savoir autochtone, aujourd'hui, nous la comprenons comme un apport, un enseignement, un savoir, c'est-à-dire une connaissance par rapport à un domaine précis, comment conserver l'arbre. Parce que l'autochtone, aujourd'hui, est celui qui peut vous dire comment se comporte l'arbre en forêt, comment se comporte telle espèce d'animal en forêt. Donc nous voulons capitaliser tout ce savoir avant qu'il ne disparaisse pour pouvoir l'allouer à tout ce qui vient d'éducation environnementale étrangère afin que nous sauvegardons ce qui nous reste encore de patrimoine forestier. Peut-on donc dire que les autochtones sont les gardiens de la nature? Il faut déjà préciser que le terme autochtone, c'est un terme générique à l'intérieur duquel on trouve des groupes ethniques. Dans le cadre de notre projet, nous travaillons avec les Baka. Et il faut aussi dire qu'ils ne sont pas les seuls dans la Likwala. Parce que en République du Congo, on retrouve un peu les populations autochtones un peu de partout. Dans la Lekumu, vous allez les retrouver. Dans le Nyari, vous allez les retrouver. Dans la Sanga, vous allez les retrouver. Mais nous avons choisi délibérément de travailler dans la Likwala parce que les Baka sont spécifiquement une population qui est assez marginalisée et qui vit encore au contact avec la forêt. Parce que lorsque vous allez étudier auprès de ces gens-là, parce que nous nous comportons comme des étudiants, on va apprendre. On va apprendre auprès d'eux et il faut se faire accepter. Et donc, on va en forêt avec eux, on reste avec eux, on essaye de comprendre comment est-ce qu'ils font. Nous sommes allés pour identifier surtout. C'est-à-dire que, voilà, pour cueillir le poivre, ils nous montrent comment est-ce qu'ils font. Et aussi, on voit aussi des bonnes pratiques de la cueillette de certaines ressources forestières. Et pour revenir à ce que nous disions, que pensez-vous de la transmission des savoirs autochtones? La transmission des savoirs aujourd'hui de façon globale et surtout spécifiquement chez les peuples vulnérables, encore appelés les populations autochtones. Aujourd'hui, on observe beaucoup de problèmes de transmission. Parce qu'avec les mutations qui arrivent au sein de ces populations, les enfants n'ont plus le temps d'apprendre, d'aller en forêt, surtout apprendre auprès des parents. Et un concept cher dans notre étude, on parle beaucoup plus de parentalité écologique, c'est-à-dire la responsabilité des parents à transmettre ces éléments à leurs enfants. Parce que avec les mutations qui arrivent, avec la modernisation, les changements qui leur arrivent, on a peur que tous ces éléments ne soient gommés à la minute qui suit. Et donc, pour sauvegarder ce patrimoine culturel, on est à même de pouvoir d'abord les identifier, les valoriser et voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer véritablement à la gouvernance du palier végétal forestier. À cette ère des changements climatiques, que pensez-vous donc de l'impact de la crise climatique sur les peuples autochtones et justement sur l'espace forestier? Visiblement, les populations autochtones subissent aussi ces changements climatiques qui les perturbent énormément dans leur calendrier d'exploitation des ressources forestières de manière générale. À ce moment, quelles sont les retombées? Les retombées, c'est l'assistance, il faut trouver des palliatifs, il faut trouver les alternatives. C'est d'ailleurs pour cela que les ONG, tout le monde est confié à assister ces gens-là. Parce que le premier mal qui empêche l'existence des populations autochtones, c'est la famine. C'est la famine. À partir du moment où ils comptaient sur la forêt et la forêt ne peut plus leur produire à manger, ils ont besoin de l'assistance. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'ONG leur venir en aide, des confessions religieuses, des hommes de bonne volonté qui viennent leur donner à manger. Dites-nous, quels sont les avantages en long et en large de ce projet? Le projet, on ne peut pas dire tout de suite
on ne peut pas parler d'avantages ou d'inconvénients. C'est un long processus que l'OCIFOR a bien voulu mettre sur pied et que on parlera en termes de phases. La capitalisation de ces savoirs-là, c'est le dénominateur commun de ce projet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourra s'en servir à la gouvernance. C'est-à-dire que pour conserver ce qui reste encore d'espaces forestiers viables pour ces populations autochtones et aussi pour les générations futures. Et à ce stade, quel bilan faites-vous du projet? Le bilan jusqu'ici, le projet, lui, il est encore en cours. Parce qu'on a fait jusqu'ici 2 sites, à savoir Yekola, Molembe et Mobangi. Donc, il reste le côté de Kabo et Bomassa. Donc, le projet, il est encore en cours. Brièvement, que peut-on retenir de la faisabilité ou de l'opérationnalisation de ce projet? Ce serait donc votre mot de fin également. L'opérationnalisation de ce projet voudrait qu'on dise déjà merci au CIFOR d'avoir eu l'idée, avec les membres du consortium, le CIRAD, l'INREJ, l'IRD et moi-même, d'identifier les savoirs autochtones qui pourront servir à la gestion équitable des espaces forestiers. Mais, en mot de conclusion, nous incitons aussi le gouvernement congolais à s'en saisir de tout ce que nous aurons capitalisé comme résultat de ce projet pour pouvoir vraiment instaurer ou alors renforcer les lois en vue de promouvoir la gouvernance forestière au profit surtout des peuples autochtones qui sont en quelque sorte des ayants droit. Merci, Dr Jean-Pierre Ngende Gondo. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, anthropologue et ethnologue. Avec vous, nous avons donc échangé autour du projet dénommé la contribution des savoirs autochtones dans la gouvernance des espaces forestiers en République du Congo. Merci d'être passé et merci justement de nous dévoiler tous ces savoirs. Je vous remercie, madame. De retour sur ce plateau, nous parlons encore du programme RESAC, mais cette fois-ci avec le docteur Tchenche Yogom Boniface, post-doctorant à l'université Mariangwabi en République du Congo. Bonjour, monsieur Boniface. Bonjour, madame. Comment vous allez, docteur? Très bien, madame. Avec vous, nous abordons un autre volet de ce projet qui n'est qu'autre que les déterminants écologiques et génétiques de la qualité du bois de quelques essences exploitées en République du Congo. Que peut-on comprendre de ce projet? Alors, le projet déterminant écologique et génétique de la qualité du bois de quelques essences est un projet qui a été rédigé par un consortium de chercheurs qui est porté par l'université Mariangwabi. Dans le consortium de chercheurs, nous avons le CIRAD, nous avons l'université libre de Bruxelles, qui se sont entendus en fait. Vous savez, il existe au sein d'une essence une variabilité intraspécifique. Et cette variabilité, nous essayons de savoir si elle est localisée. Là, ça va aider facilement dans l'exploitation forestière. Ça va renseigner les exploitants forestiers. Si un exploitant forestier sait bien le bois que j'ai besoin est de telle qualité et qu'on peut le retrouver précisément peut-être dans tel endroit en forêt, ça va lui faciliter le travail, quoi. Il y a 2 termes qui retiennent tout de même mon attention, l'anatomie et la génétique du bois. Parlez-nous-en davantage. Chaque espèce développe des capacités qui lui sont propres pour pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel il se développe. Il en est de même chez nous les êtres humains, il en est de même surtout chez les arbres. Et pour pouvoir capturer cette variabilité que chaque individu développe, il était nécessaire pour nous de constituer un ensemble de disciplines ensemble, parce que cette variabilité, elle est perceptible au niveau génétique. Il y a aussi une autre variabilité qu'on retrouve plutôt au niveau de l'anatomie du bois. Donc il était intéressant de pouvoir mettre ces deux ensemble. Au niveau de l'exploitant forestier, ils se sont rendus compte que selon les provenances de leurs essences, il y a une variabilité de la qualité du bois. Au sein de la même essence, ils ont perçu qu'il y avait une variabilité peut-être au niveau de la couleur, au niveau peut-être de la densité et tout ça.
Donc ils se sont posé la question, mais d'où vient cette variabilité? Et pour comprendre ces variabilités-là, on était obligé de joindre la génétique et l'anatomie du bois. J'aimerais quand même que nous partons en cas pratique. Nous remarquons parfois les changements de couleur entre les bois et peut-être aussi la durabilité d'un bois. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette distinction? Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cela. Elles peuvent être d'origine génétique, comme je l'ai énuméré. Elles peuvent être d'origine environnementale, selon le milieu là où l'arbre grandit, pour pouvoir s'adapter, ou bien peut-être la lumière en fait qu'il reçoit. Tout ça, ou bien peut-être même parfois il est attaqué par un pathogène. Il y a autant d'éléments qui peuvent peut-être expliquer qu'il y a qu'on observe une variabilité. Mais nous, on essaie à chaque fois d'éliminer, on va par élimination de ces éléments-là. Donc, dès que nous prenons peut-être le sapelli par exemple, déjà, on va éliminer l'effet de l'âge parce que selon peut-être l'âge, peut avoir cette variabilité. Okay. C'est pourquoi on s'intéresse déjà à des arbres qui ont déjà un diamètre exploitable, donc de gros diamètres. Les analyses génétiques nous permettent également de pouvoir exclure si cette variabilité est d'origine génétique ou pas. Donc après beaucoup des analyses qu'on ne va pas s'attarder dessus, nous arrivons à dire, bon là, il est sûr que cette variabilité que nous observons au sein du sapelli, elle n'est pas d'origine génétique. Et si elle n'est pas d'origine génétique, puisque nous sommes déjà au sein de gros arbres et de la même espèce, parce que si c'était encore entre espèces, ça devait être encore très large. Donc, la seule possibilité qui nous reste, hormis l'attaque des pathogènes aussi, c'est l'environnement. Donc, maintenant, on va aller dans l'environnement. Il y a encore plusieurs éléments qui vont entrer dans l'environnement. Il y a le sol, il y a l'eau, il y a le soleil, il y a beaucoup d'éléments. À chaque fois, on part par élimination et on essaie de se rapprocher au max de l'élément qui peut vraiment être source de variabilité. Et voilà, connaître ces forêts contribue donc à la gestion durable des écosystèmes forestiers. Cela dit par le docteur Yogom Boniface. Vous comprenez donc qu'il était notre invité dans Expertise. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cet entretien. Restons dans cet élan pour parler d'un autre volet environnemental et c'est dans Focus. Nous sommes dans l'une des forêts situées dans le district de Boko, dans le département du Poul. Certainement, ma tenue vous étonne, sécurité oblige, car je me trouve dans près de 105 ruches colonisées, résultat du micro-projet d'apiculture dirigé par le groupement LOSI avec l'appui de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo. Dans le cadre du suivi du projet d'apiculture exécuté par le groupement agropastoral LOSI, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo, Wolfgang Klapper, et ses collaborateurs ont effectué une visite de terrain le 22 mai 2025 dans les différentes forêts à Boko qui abritent les ruches colonisées. On y trouve justement une colonie d'abeilles qui produit déjà du miel. Des ruches colonisées reparties sur 3 sites, notamment à Boko Centre, avec une forte implication des apiculteurs locaux. On est aussi impressionné par le professionnalisme de ce groupement qui a aussi utilisé le fonds pour acheter de l'équipement nécessaire pour mettre en œuvre ce projet d'apiculture. L'apiculture a un double effet positif. On génère des recettes, on peut bien commercialiser le miel, qui est un produit qui coûte cher sur le marché, et en même temps, on contribue à la protection des forêts. Les abeilles ont les fonctions en tant que gardiens des forêts.
Donc on espère que ça serve aussi comme un modèle et que de plus en plus des autres projets des apiculteurs sont réalisés ici. L'apport technique et financier octroyé par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne a été un ouf de soulagement qui a permis le démarrage et le redémarrage de ce projet d'apiculture paysanne en dépit des difficultés rencontrées. D'abord, il y a des pluies qui nous dérangent à chaque instant. Quand il y a beaucoup de pluie, beaucoup de marre d'eau, vous allez vous rendre compte là-bas, on essaie un peu de surmonter les caisses pour éviter en fait les eaux. Et tellement il y avait des inondations et autres, nous avions commencé du début juste en bas là-bas pour couper les arbres qui tombaient dans les eaux pour éviter l'inondation. Et puis il y a des serpents. On était vraiment très contents par rapport à ce que l'ambassade avait fait pour redonner encore l'espoir et montrer notre motivation de travail à l'ambassade. Bon, on a fait l'échantillon. Nous sommes très contents. Nous sommes très très contents. Ce projet d'apiculture porté par le groupement agropastoral Lozi contribue également à la diversification de l'économie de la localité avec bien d'autres cultures à travers le maraîchage. Il produit à la fois des légumes, des fruits et du manioc. De nombreux événements en lien avec les questions environnementales se tiendront ici et ailleurs. On en parle dans Agenda. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin de chaque année, une messe de sensibilisation à la protection de l'environnement, notre maison commune, se tiendra le 6 juin à 15 h en la paroisse Saint-François d'Assise de Brazzaville. Une initiative de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono. Cette célébration eucharistique sera présidée par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Outre cette messe, une marche verte dite Marche verte du Congo contre la pollution plastique se fera le 7 juin à Brazzaville sous le patronage du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. La Direction générale de l'assainissement organise une grande journée de salubrité citoyenne le 7 juin 2025 à Pointe-Noire pour marquer la clôture officielle du trimestre de l'assainissement. Un programme placé sous l'égide du ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3, se tiendra du 9 au 13 juin 2025 à Nice, en France. Un événement axé sur la protection des écosystèmes marins et la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 14 appelé Vie aquatique. À cet effet, une zone sera dédiée à la sensibilisation pour la protection de l'océan et à la célébration de la culture marine sur le port de Nice et au Palais des Expositions. Afrique Environnement Plus vous remercie pour votre aimable attention. Je vous retrouve à une prochaine occasion.